On va commencer. Bonsoir à tous. Donc, pour cette nouvelle séance de l'Université permanente, donc après un petit arrêt là, avec le mouvement social et donc les problèmes de transport là, qui se posaient, on revient donc pour une nouvelle séance donc avec Jean Quétier, qui est doctorant en philosophie donc à l'Université de Strasbourg. Et donc on va se poser aujourd'hui, on va analyser donc dans le chapitre du Capital la question donc de la journée de travail, et on reviendra peut-être sur quelques concepts donc sur la plus-value aussi. Bonne séance. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que ce qui était initialement prévu, c'était que je parle de la journée de travail de manière spécifique, et plus précisément du chapitre donc, qui s'intitule « La journée de travail », qui est le chapitre 8 du livre 1 du Capital, situé dans la section 3. Alors je précise tout de suite, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, parce que sinon on risque d'avoir des problèmes de numérotation des chapitres. Quand je parle des numéros de chapitres, je me réfère, et je me référerai dans la suite de cette intervention toujours, à la numérotation des chapitres dans la 4e édition allemande du Capital, c'est-à-dire dans l'édition que vous pouvez voir ici, l'édition des éditions sociales, dans la traduction de Jean-Pierre Lefebvre, une traduction réalisée en 1983 et rééditée et améliorée en 2016. Je ne fais pas long sur l'histoire des éditions, mais si vous avez l'édition de Joseph Roy, c'est-à-dire celle qui avait été publiée en langue française du vivant et avec la collaboration de Marx entre 1872 et 1875, vous avez des chapitrages différents précisément à partir de la section numéro 2, et donc le chapitre, en l'occurrence sur la journée de travail, vous risquez de l'avoir en chapitre numéro 10 au lieu de chapitre numéro 8. Mais voilà, donc pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, quand je parle des numéros de chapitres, je parle des numéros de chapitres dans la 4e édition allemande, c'est-à-dire dans l'édition française réalisée par Jean-Pierre Lefebvre aux éditions sociales. Alors, simplement, je ne vais pas exactement faire ce que j'avais prévu initialement, c'est-à-dire me consacrer exclusivement à la question de la journée de travail, parce qu'il y a eu des petits changements de programme qui ont fait que la séance précédente n'a pas pu avoir lieu, ce qui est quand même un peu embêtant pour bien saisir la structure et l'argumentation du livre 1 du Capital, précisément parce que la partie consacrée à ce moment tout à fait central qu'est la transformation de la monnaie en capital devait être abordée dans la séance précédente, et donc je vais faire un certain nombre d'explications à ce sujet qui m'amèneront ensuite quand même, rassurez-vous, à parler de la journée de travail. Je ne vais pas du tout oublier cette question-là. Mais ça suppose que je remonte donc à la section 2 du livre 1 et donc au chapitre 4 consacré à la transformation de la monnaie en capital. Pourquoi ? Parce que c'est un véritable tournant dans l'argumentation de l'ouvrage, au point que, vous savez, certains, par exemple Louis Althusser, considéraient que quand on lisait le Capital pour la première fois, on pouvait carrément sauter la première section et commencer tout de suite par là, commencer par le chapitre 4. C'est vrai que c'est à partir du chapitre 4, à partir de maintenant, qu'on parle vraiment de capital. On n'a pas parlé de capital jusqu'à présent, on a parlé de circulation de marchandises. Maintenant, on va changer de point de vue en entrant dans le chapitre 4 et on va essayer de comprendre ce qu'est le capital. Alors, ce qu'est le capital, à première vue, eh bien, c'est une somme d'argent. Une somme d'argent, le capital se présente sous la forme d'une somme d'argent, mais il ne se réduit pas du tout à une somme d'argent. Et c'est pour ça que Marx va chercher à nous faire comprendre la différence qu'il y a entre la monnaie en tant que monnaie et la monnaie en tant que capital. Et pour comprendre la différence qu'il y a entre la monnaie en tant que monnaie et la monnaie en tant que capital, eh bien, il faut prêter attention, comme nous le dit Marx, à la forme de leur circulation. Parce que dans le cas de ce qu'on
va appeler la circulation marchande simple, on a un circuit particulier, et en revanche, lorsqu'il s'agit du capital, on a un autre circuit. Je m'explique. Dans le cas de la circulation marchande simple, on a un processus où on vend pour acheter. C'est un processus qu'on peut résumer par une formule qui est ma, mo, ma. Marchandise, monnaie, marchandise. Circulation simple, ma, mo, ma. Dans le cas de l'analyse du capital, c'est le contraire. Le circuit est inverse, au sens où on va acheter pour pouvoir vendre. C'est le circuit mo, ma, mo. Monnaie, marchandise, monnaie. Sauf qu'évidemment, vous vous doutez bien que ce circuit-là, mo, ma, mo, n'a d'intérêt qu'à une seule condition, c'est que eh bien, la somme d'argent à la fin soit plus grande que la somme d'argent au début, sinon on a perdu un peu son temps en faisant ça. Et donc, mo, ma, mo n'a de sens que si mo, ma, mo, c'est mo, ma, mo prime. Mo, ma, mo prime ou mo prime est égal à mo plus delta mo. Bon, je suis désolé, je ne vais pas vous faire des dessins au tableau, mais vous avez compris l'idée. Mo, ma, mo prime. Mo prime est égal à mo plus delta mo, c'est-à-dire, comme nous le dit Marx, dans un langage qui soit plus compréhensible que mes abréviations, à la somme avancée à l'origine, plus ce que Marx va appeler un incrément, quelque chose qui va être ajouté. C'est pour ça que c'est intéressant d'acheter pour vendre. Eh bien, cet incrément, le mot est lâché, c'est ce qu'on appelle ordinairement la plus-value, ou dans la traduction de Jean-Pierre Lefebvre, la survaleur. Alors, je vais revenir un petit peu plus tard sur ces questions-là, mais je vais parler de survaleur, mais c'est aussi ce qu'on appelle ordinairement la plus-value. Donc, voilà, le mot survaleur est lâché, et ce mouvement donc, dont nous parle Marx dans le chapitre 4, vous voyez bien que c'est un mouvement, mot, ma, mot prime, qui ne vise pas du tout prioritairement à la consommation, mais simplement à faire toujours plus d'argent. Faire toujours plus d'argent, c'est un mouvement qui, nous dit Marx, est sans fin ni mesure. C'est un mouvement que Marx rapproche de ce qu'Aristote appelait la crématistique. Il y a une référence très explicite, c'est quand on fait de l'argent pour faire de l'argent, et pas pour pouvoir ensuite consommer quelque chose avec l'argent qu'on a. Où l'argent n'est plus le moyen, mais l'argent est la fin visée. Alors, attention, évidemment, il ne faut pas se tromper, le capitaliste, ça n'est pas non plus exactement, comme le dit Marx, le thésauriseur. C'est pas celui qui accumule, vous savez, ma cassette, j'ai plein d'argent, etc. Non, le capitaliste, la différence, c'est que Marx dit que c'est le thésauriseur rationnel. C'est celui qui a compris que si on veut faire plus d'argent, il ne faut pas le garder chez soi, caché sous son oreiller. Il faut le réinvestir sans cesse. Il faut le livrer sans cesse bien, dans le processus de circulation. Mais vous allez me dire, une fois qu'on a dit ça, on est quand même face à un problème, même une véritable énigme qu'il va falloir résoudre. Alors on peut voir un peu comme c'est une sorte presque d'énigme policière. Il faut trouver qui a créé la survaleur. Bon, c'est un petit peu l'enjeu de ce passage du Capital. C'est qu'on ne comprend pas très bien comment on passe de mot à mot prime. Comment est-ce qu'on va passer, simplement parce qu'on a vendu, voilà, on a passé par un processus d'achat et de vente d'une marchandise, pourquoi est-ce qu'on va arriver d'une somme d'argent donnée à une autre somme d'argent, mais qui est plus grande? Pourquoi? Alors évidemment, il y a une première hypothèse facile, c'est l'escroquerie. C'est très pratique. Bah oui, vous avez vendu la marchandise au-dessus de sa valeur. Bon. C'est une hypothèse, ça existe, Marx ne le nie pas,
Mais ça ne m'intéresse pas trop parce que, évidemment, ça peut expliquer des cas particuliers, mais si tout le monde se met à escroquer tout le monde, vous voyez bien qu'après, bon, bah, les valeurs se changent, etc. Bon, non, il faut bien voir que, de toute façon, à ce niveau d'abstraction que Marx adopte dans l'analyse qui est celle du livre 1 du Capital, eh bien, Marx postule que les marchandises se vendent à leur valeur, qu'il n'y a pas d'escroquerie, etc. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais il en fait abstraction pour les besoins de son propos, pour les besoins de son analyse. Alors, on arrive à une sorte de paradoxe, puisque cette hypothèse ne fonctionne pas, l'hypothèse de l'escroquerie, c'est que, eh bien, la transformation de la monnaie en capital se produit dans la circulation marchande, mais elle ne peut pas être expliquée par elle. Elle ne peut pas être expliquée par la circulation marchande, parce que, a priori, on a échangé des équivalents. On a échangé des équivalents. Et pourtant, à la fin, on n'a pas des équivalents, on a une somme plus grande que la somme de départ. Et donc ça, c'est évidemment le mystère qu'il va falloir résoudre. Et comment est-ce que Marx va s'y prendre pour résoudre ce problème? Eh bien, il va nous dire qu'au fond, il n'y a qu'une seule explication possible, c'est que ce circuit mot-ma, mot-prime, eh bien, s'explique par les propriétés spécifiques de la marchandise qui sert d'intermédiaire. C'est dans le mât que tout se joue finalement, dans cette marchandise spécifique qui sert d'intermédiaire entre une somme d'argent et une somme d'argent plus grande. C'est une sorte de marchandise magique. Marchandise magique qui a pour particularité de créer de la valeur. Marchandise magique qui a pour particularité de créer de la valeur. Et comment s'appelle cette marchandise? Eh bien, elle s'appelle la force de travail. Force de travail. Mais vous voyez que là, d'emblée, en disant cette marchandise, c'est la force de travail, on est face à une difficulté, parce que la force de travail n'est pas... on ne trouve pas ça sur le marché dans n'importe quelle condition. Il faut quand même qu'il y ait un marché bien spécifique qui existe et qui permette précisément la vente et l'achat de la force de travail. Et donc Marx va nous dire que eh bien, cette marchandise bien particulière, qu'est la force de travail, n'est disponible sur le marché qu'à la condition double, finalement, qui est celle eh bien, qui existe ce qu'il appelle un travailleur libre. Travailleur libre, en deux sens, c'est pour ça que cette condition est double. Un travailleur libre au sens où il n'est pas esclave, où il n'est pas, du point de vue juridique, dans une situation d'inégalité par rapport à celui qui lui fait face, c'est-à-dire le possesseur de monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas le travailleur lui-même qui a une marchandise. Le travailleur est un possesseur de marchandises, c'est bien ce que nous dit Marx. Un travailleur est un possesseur de marchandises, sauf qu'il possède une marchandise bien spécifique, qui est la force de travail. Donc ça, c'est la première condition. Il faut que le travailleur soit libre au sens où il n'est pas esclave, mais il faut aussi qu'il soit contraint de vendre sa force de travail. C'est-à-dire qu'il n'ait pas, par ailleurs, d'autres marchandises à vendre que sa force de travail. C'est-à-dire qu'il ne dispose pas de moyens de production lui permettant de faire sa petite production tout seul, et puis après il va vendre ses produits, etc., qui fait qu'il n'a pas besoin de vendre sa force de travail sur un marché. Alors vous voyez bien que c'est un rapport social qui rend possible tout cela. C'est un rapport social au sens où, comme nous dit Marx, la nature ne produit pas toute seule des possesseurs de monnaie d'un côté et des possesseurs de force de travail de l'autre, comme un arbre produit des fruits. Alors, dire que la force de travail est une marchandise, c'est dire qu'elle a une valeur, et pas simplement une valeur d'usage. Je ne reviens pas sur ces termes-là qui ont été
expliqué à l'occasion de l'analyse des chapitres précédents. Et cette valeur, en l'occurrence la valeur de la force de travail, c'est comme pour toute marchandise. Elle est déterminée de la même façon que celle de toutes les autres marchandises, c'est-à-dire par le temps de travail socialement nécessaire à sa production. En l'occurrence, eh bien, le temps de travail socialement nécessaire à la production de la force de travail, c'est le temps de travail nécessaire à la production des moyens qui permettent la conservation de la vie du possesseur de force de travail. Alors, c'est tout un tas de besoins, dont certains sont des besoins naturels, hein, évidemment. Il faut boire, manger, dormir, se vêtir, etc. Et puis, il y a des besoins sociaux, et surtout, et c'est ça qui nous intéresse, qu'il faut noter d'emblée, c'est que la lutte des classes est susceptible d'augmenter la valeur de la force de travail. Hein, c'est-à-dire qu'on peut imposer, par la lutte des classes, une valeur de la force de travail plus élevée. Alors, tout cela ne nous explique pas encore comment la consommation de la force de travail parvient à créer de la survaleur, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, puisque c'est ça qui permet d'expliquer le fonctionnement de la production capitaliste. Pour le comprendre, c'est ça qui est le passage décisif qui s'opère dans ce chapitre 4, pour le comprendre, nous dit Marx, il faut sortir de la sphère de la circulation. Sortir de la sphère de la circulation marchande pour entrer, comme il le dit, dans l'antre secret de la production. Dans l'antre secret de la production, il nous dit, au seuil de l'antre secret de la production est écrit « No admittance except on business ». On ne rentre pas ici, non pas si on n'est pas géomètre, mais si on ne vient pas pour affaires. Hein. Et c'est dans cet antre secret caché, qui n'apparaît pas immédiatement, hein, l'antre secret de la production, que va se dévoiler ce que Marx appelle le secret des faiseurs de plus. Hein, le secret des faiseurs de plus. Comment est-ce qu'ils font ça? Eh bien, il faut aller regarder à l'intérieur de la sphère de la production. Et ce qui est intéressant, c'est ce passage décisif qui s'opère dans le chapitre 4 du livre 1 du Capital, c'est qu'en sortant de la sphère de la circulation pour entrer dans la sphère de la production, les personnages auxquels on avait affaire jusqu'à présent, parce que dans le Capital, on procède toujours à différents niveaux d'argumentation. Jusqu'à présent, on avait affaire à des gens qui étaient des possesseurs de marchandises. Il y avait un possesseur de marchandises qui avait de la monnaie, et puis il y avait un autre possesseur, il avait une autre marchandise qui s'appelait force de travail. C'est des possesseurs de marchandises. Bien maintenant, en rentrant dans la sphère de la production, ces personnages, disons, revêtent des habits différents, hein, ils se présentent différemment, et ces personnages, on a deux, hein, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de métamorphose qui s'opère. On a d'un côté le capitaliste et de l'autre le travailleur. Donc, moment tout à fait décisif qui s'opère et qui va nous faire passer de la section 2 à la section 3. La section 3 qui s'intitule hein, donc, la production de la survaleur absolue. Alors, je ne vais pas expliquer ici pourquoi est-ce que Marx appelle ça la production de survaleur absolue plutôt que et qu'est-ce qu'il veut dire en la distinguant de la production de la survaleur relative, parce que ça, en fait, ça sera expliqué justement au moment où on va analyser la production de la survaleur relative. Hein. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, en gros, la production de la survaleur absolue, elle se fait par l'allongement du temps de travail. Je vais expliquer pourquoi. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, d'abord, c'est de comprendre comment la force de travail peut produire de la survaleur et donc, ce faisant, fait du capital. Hein. Alors, le travail, hein, compris comme l'usage de la force de travail, correspond d'abord, nous explique Marx dans le chapitre 5, hein, consacré au processus de travail et au processus de valorisation. Le travail, ça consiste d'abord, évidemment, à produire des valeurs d'usage, au sens où Marx avait défini ce terme dans le premier chapitre.
Et ça, c'est vrai, on va dire, indépendamment de toute forme sociale déterminée. C'est-à-dire que travailler, c'est un processus où vous avez, comme le dit Marx, trois éléments, trois moments logiques qui entrent en jeu. Vous avez une activité qui est tournée vers une fin, vous avez un objet et vous avez un moyen. Tout ça permet de créer des valeurs d'usage. Et sous cette forme très simple, hein, évidemment, Marx nous dit que le travail, sous cette forme-là de production de valeurs d'usage, c'est la condition générale du métabolisme entre l'être humain et la nature. Ou encore, la condition naturelle et éternelle de la vie des êtres humains. Travailler au sens de produire des valeurs d'usage. Mais évidemment, vous voyez bien que ce qui nous intéresse, ça n'est pas seulement le fait que le travail prenne la forme de production de valeurs d'usage, c'est aussi, évidemment, de savoir ce qu'il y a de spécifique à la production capitaliste et qui permettent d'expliquer la création de capital. Alors, Marx va nous dire, pour expliquer cela, qu'il y a deux éléments. C'est-à-dire que non seulement le travailleur, dans le mode de production capitaliste, il travaille sous le contrôle du capitaliste, mais surtout, les moyens de travail et le produit du travail n'appartiennent pas aux travailleurs, ils appartiennent aux capitalistes. C'est ça qu'il nous explique. Mais qu'est-ce que veut le capitaliste ? Le capitaliste, il veut produire une marchandise dont la valeur soit supérieure à celle des moyens de production et de la force de travail qu'il a acheté en faisant son investissement. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour comprendre une telle opération, puisque c'est ça qui l'intéresse, hein, c'est pas de savoir si vous allez produire des chaussettes ou si vous allez faire de la sidérurgie, etc. Est-ce qu'à la fin, j'aurai mon rendement ou pas ? C'est ça qui l'intéresse. Et donc, pour comprendre comment une telle opération est possible, il faut envisager le processus de production, non seulement comme un processus de travail, au sens de production de valeur d'usage, mais aussi comme un processus de formation de valeur. C'est ça que nous dit Marx. Or, si on fait abstraction de la force de travail, on ne peut pas comprendre comment le processus de formation de valeur devient ce que Marx va appeler un processus de valorisation, c'est-à-dire de formation d'une valeur qui va être plus grande que la valeur précédente de tout ce que vous avez combiné, en quelque sorte. Vous avez combiné tout un tas de choses et à la fin, vous avez un processus de production et donc la valeur à laquelle le processus de production aboutit, elle est plus importante que la valeur de tout ce que vous avez investi pour produire. Donc vous avez une valeur nouvelle qui est créée. Sauf que, c'est ça que Marx va s'attacher à expliquer, les moyens de production ne créent aucune valeur nouvelle. C'est un processus, je vais revenir là-dessus, de transfert. Les moyens de production transfèrent leur valeur au produit dans le cadre du processus de production, mais les moyens de production eux-mêmes, les machines, etc., ne créent aucune valeur nouvelle. La seule chose qui crée de la valeur nouvelle, c'est la force de travail. Et c'est ça le secret de la production capitaliste. C'est qu'elle peut créer plus de valeur que ce qu'elle coûte. Et si on traduit cette formule, la force de travail peut créer plus de valeur que ce qu'elle coûte, ça veut dire qu'en réalité, elle peut continuer à travailler plus longtemps que ce qui est nécessaire pour produire la quantité de valeur équivalente à celle qu'elle a coûtée. D'où disons la formule à laquelle Marx aboutit dans le chapitre 5, à la fin, à savoir l'idée que le processus de valorisation n'est rien d'autre qu'un processus de formation de valeur prolongé au-delà d'un certain point. Et donc vous voyez déjà que la question du temps, qu'on va retrouver de manière tout à fait centrale dans le chapitre sur la journée de travail, apparaît ici parce que c'est l'idée de cette prolongation du processus de production qui va jouer un rôle tout à fait fondamental pour comprendre la survaleur.
Alors, j'arrive sur, ça me fait arriver au chapitre 6, tout cela, et j'en viens à la question suivante, c'est comment est-ce que le travailleur peut à la fois conserver dans le produit du travail la valeur des différentes composantes préalables, les moyens de production, et lui ajouter une valeur nouvelle. Alors, vous voyez que là, il y a un enjeu que j'ai commencé à évoquer, un enjeu de distinction, en fait, entre, d'un côté, le transfert de valeur qui s'opère par l'intermédiaire des moyens de production, et la création de valeurs nouvelles que seule la force de travail est en mesure de réaliser. C'est évidemment tout à fait central, parce que ça montre à quel point le travail lui-même est la clé, en fait, du processus de production capitaliste. Sans le travail, rien de tout cela n'est possible. Et au fond, c'est cette propriété spécifique du travail, cette capacité à créer de la valeur, qui fonde la distinction entre cette idée de transfert et transfert ou simple conservation de la valeur antécédente et création d'une nouvelle valeur. Alors, les instruments de production, les matières premières ont une valeur qu'il est possible, là aussi, de déterminer, comme pour toute marchandise, à partir du temps de travail socialement nécessaire à leur production. Et c'est cette valeur que le processus de travail permet de conserver, tout en sachant que tous les moyens de production ne subissent pas le même sort dans le processus de travail. C'est-à-dire que vous avez certains moyens de production, vous voyez bien, qui sont appelés à disparaître complètement parce que leur valeur d'usage va prendre entièrement la forme d'une autre valeur d'usage. C'est le cas des matières premières, le charbon par exemple. Charbon, avec lequel on chauffe la machine, dit Marx, disparaît sans laisser de traces. Mais ce qui est intéressant, c'est que Marx nous dit, lorsque le charbon que vous utilisez pour chauffer la machine disparaît sans laisser de traces, ça ne veut pas dire que la valeur du charbon que vous avez investi n'est pas transférée dans le produit du travail. Alors, évidemment, tous les instruments de production ne fonctionnent pas comme fonctionne le charbon. Disons, dans le cas du charbon, vous avez un passage pur et simple d'une valeur dans le produit du travail, il disparaît, il perd complètement sa forme autonome et passe complètement dans le produit du travail. Mais ça n'est pas le cas du marteau, par exemple. Ce n'est pas le cas du marteau qui ne disparaît pas dans le produit du travail, au même titre que le clou que vous plantez quand vous faites, je ne sais pas moi, un meuble, vous utilisez le marteau, le clou va rester dans le meuble que vous allez vendre, mais le marteau, vous allez le garder, vous allez le réutiliser, parce que quand vous allez refaire un autre meuble, vous allez réutiliser le même marteau. En revanche, vous avez quand même une portion de la valeur du marteau qui passe dedans, dit Marx, parce que vous avez l'usure du produit, et donc la durée de vie de la portion de valeur qui est transférée par les moyens de production, elle dépend évidemment de la qualité de la machine ou de l'outil, etc., etc. Bref. Alors, avec la force de travail, évidemment, c'est différent. Avec la force de travail, c'est différent parce que vous n'avez pas un simple transfert, vous avez la production d'une valeur nouvelle. Et à cette occasion, justement, en distinguant ce qui se passe pour les moyens de production et ce qui se passe pour la force de travail, Marx va introduire dans le chapitre 6 du livre 1 une distinction tout à fait centrale, qui est la distinction entre capital constant et capital variable. Capital constant et capital variable. Cette distinction-là, elle a justement pour fonction de distinguer ce qui relève d'un simple transfert de valeur, mais qui reste, c'est le capital constant, à ce qui relève de la production d'une valeur nouvelle. C'est pour ça que la force de travail relève du capital variable, parce qu'elle a la capacité de varier, c'est-à-dire que vous l'achetez à une certaine valeur et elle vous en donne une plus grande. C'est pour ça que c'est un capital variable, parce que ça varie. Et donc, c'est cette propriété, en quelque sorte, de la partie constituée par la force de travail, la partie du capital constituée par la force de travail,
qui lui permet de produire davantage que ce qu'elle coûte. Alors, j'en viens maintenant à l'analyse du chapitre 7, parce qu'il faut que j'avance, sinon je n'aurai pas le temps de vous parler de la journée de travail, ce qui serait dommage, consacré à l'analyse du taux de survaleur. Alors, c'est un chapitre où va être posée aussi une distinction importante. Ce qui est intéressant avec l'établissement du taux de survaleur, c'est que ça vous permet de quantifier l'exploitation du travailleur, c'est-à-dire d'établir finalement la part de travail gratuit que le travailleur fournit au capitaliste. On sait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la survaleur prend la forme d'un excédent, vous voyez avec la formule mot, ma, mot prime, mais cette formule ne nous disait rien de la composition du capital et de la manière dont on passe de mot à mot prime. Et pour le montrer, Marx va mettre en application les concepts qu'il a élaborés dans le chapitre 6, ceux de capital constant et de capital variable, et va nous dire que, si vous voulez, le capital de départ, appelons-le grand C, est égal à C plus V, petit c plus petit v, capital constant plus capital variable, tandis que le capital à l'issue du processus de production, qu'on va appeler grand C prime, c'est C plus V plus S. Petit c, c'est capital constant, petit v, capital variable, S, c'est survaleur. Sauf que, et voilà, on se souvient des acquis de ce qu'on vient de dire, donc le capital constant ne crée pas de valeur, la valeur du capital constant est simplement transférée au produit du travail, et donc si l'on veut mettre en évidence la valeur nouvelle engendrée par le processus de travail, on peut tout à fait faire abstraction du capital constant et dire que petit c égale 0. On peut faire comme si le capital constant n'avait pas de valeur, parce que de toute façon c'est que du transfert. Ce qui va intéresser Marx, c'est le rapport que la survaleur entretient, non pas immédiatement avec l'ensemble du capital avancé, mais avec la partie dont la survaleur est l'incrément, c'est-à-dire le capital variable. C'est tout à fait compréhensible lorsqu'on se dit que seul le travail est créateur de valeur. Donc ça ne veut pas dire, si vous voulez, que le rapport de la survaleur au total du capital avancé, qu'on pourrait dire petit s sur grand C, soit sans importance. C'est au contraire évidemment sur ça que le capitaliste a les yeux rivés en permanence, puisque c'est ce rapport-là, c'est le rapport des investissements, de la totalité des investissements à la survaleur. Évidemment, ça intéresse le capitaliste. Et ça va nous amener au taux de profit, mais là, c'est pas la question qui intéresse Marx. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à ce niveau-là, vous vous intéressez non pas au taux de profit, c'est-à-dire au rapport entre la survaleur et l'ensemble du capital avancé, mais au taux de survaleur, donc au rapport de la survaleur au capital variable. Abstraction faite du capital constant qu'on peut ici dire égal à 0. Et ce qui nous donne cette formule qui permet de mesurer le taux de survaleur, donc le taux d'exploitation, en rapportant S à V, survaleur à capital variable. Qui permet après, vous pouvez faire un pourcentage, si vous voulez, pour mesurer l'exploitation. Vous êtes exploité à tant de pourcents, voilà, c'est ce que permet ce type de formule. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi se placer, non pas simplement du point de vue de la composition du capital, c'est-à-dire de ce que Marx appelle aussi le travail mort, mais du point de vue du travail vivant, c'est-à-dire de l'activité du travailleur. Ce qui nous permet d'introduire une autre distinction, qui est une autre manière pour Marx d'exprimer le taux de survaleur, qui est la distinction entre travail nécessaire et surtravail. Distinction tout à fait fondamentale que Marx introduit dans le chapitre 7. Travail nécessaire, vous voyez bien ce que c'est évidemment le temps de travail qui sert à reproduire la valeur de la force de travail. Il est nécessaire parce que
la production qu'il représente, c'est la reproduction des conditions de possibilité hein, du processus. Ça correspond finalement à la production de la valeur des produits que le travailleur va devoir consommer chaque jour pour pouvoir retourner travailler le lendemain. Et l'autre partie de la journée de travail, hein, donc vous avez là quand vous passez, si vous voulez, du côté du travail vivant et que vous vous intéressez à la distinction entre travail nécessaire et surtravail, l'autre partie de la journée de travail, c'est le surtravail. Hein, c'est ce que Marx appelle le surtravail. C'est-à-dire la partie de la journée de travail au cours de laquelle le travailleur ne travaille plus simplement pour reproduire sa force de travail, hein, pour produire l'équivalent de la valeur de sa force de travail, mais au cours de laquelle il travaille gratuitement pour le capitaliste. Et donc ça me permet de faire à cette occasion ma petite remarque de traduction que je n'ai pas faite tout à l'heure, sur survaleur, qui explique pourquoi est-ce que Jean-Pierre Lefebvre a choisi de traduire survaleur, un Mehrwert par survaleur. C'est pour bien faire entendre le lien qu'il y a avec le surtravail. C'est que la survaleur, c'est précisément ce que produit le surtravail. Hein. En allemand, die Mehrarbeit. Hein. Vous avez ce même lexique, et donc là, vous pouvez le décliner comme ça, et c'est ce que fait Marx. Hein. Vous avez le surtravail qui permet de produire un surproduit qui correspond à la survaleur. Hein. Vous voyez, donc vous avez une continuité, évidemment, que le terme français plus-value ne permet pas forcément de rendre de la même façon, même s'il est plus courant en français. Et tout ça nous permet de donner une nouvelle formulation au taux de survaleur. Hein. On avait vu S sur V, hein, comme le rapport de la survaleur au capital variable. Ben, vous avez la même chose, surtravail sur travail nécessaire. C'est le même type de rapport qui vous permet de mesurer le taux de survaleur. Alors, j'en viens maintenant à la journée de travail quand même, parce que voilà, l'heure tourne, la journée de travail avance, n'est-ce pas? C'est-à-dire au chapitre 8, qui est le chapitre quand même un chapitre assez conséquent de la section 3 du livre 1, et qui est vraiment un chapitre très important, parce qu'il a des implications politiques tout à fait que vous allez découvrir. Alors, on voit donc qu'il est possible de diviser la journée de travail en deux parties correspondant respectivement au travail nécessaire et au surtravail. Quel est le point de départ de Marx dans le chapitre 8? C'est de dire, c'est assez facile de déterminer la durée du travail nécessaire. Il suffit de connaître la valeur de la force de travail, on va trouver la durée du travail nécessaire. Mais ce n'est pas la même chose pour le surtravail, qui constitue quand même le cœur de l'exploitation capitaliste. Marx nous dit, hein, la journée de travail n'est pas une grandeur constante, mais une grandeur variable. C'est-à-dire que vous avez beau faire comme on a fait jusqu'ici, c'est-à-dire supposer que le capital constant est égal à 0. Vous avez beau connaître la valeur de la force de travail, donc vous allez connaître la durée du travail nécessaire, eh bien vous ne pourrez pas, comme ça, en déduire la durée de la journée de travail elle-même, parce que vous ne pourrez pas déduire uniquement à partir de ces données-là la durée du surtravail. Alors, évidemment, c'est un problème hein, que Marx résume en disant que la journée de travail est déterminable, mais elle est en soi indéterminée. C'est embêtant. Et évidemment, tout l'enjeu du chapitre 8, ça va être cette indétermination de la journée de travail. Et pourquoi est-ce que la journée de travail n'est pas déductible directement de la valeur du capital constant et du capital variable? Eh bien parce qu'il faut aller chercher ailleurs. Il faut aller chercher ailleurs, il faut aller chercher dans la lutte des classes. Parce que c'est la lutte des classes qui va nous donner un certain nombre de clés
permettant de déterminer la durée de la journée de travail. Alors, évidemment, attention, l'indétermination de la journée de travail, elle est quand même relative, au sens où il y a une limite minimale, propre au mode de production capitaliste, c'est-à-dire que si le surtravail est égal à 0, ça ne marche pas, parce que le capitaliste, ça ne l'intéresse pas. S'il n'a que du travail nécessaire et qu'il ne produit pas de survaleur, ça ne l'intéresse pas. Bon, on va dire qu'il y a aussi une limite maximale, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous travaillez trop longtemps, ça ne fonctionne plus. Le travailleur meurt, hein, donc sa force de travail est détruite. Et donc il y a une sorte de limite anthropologique quand même. Mais surtout, et c'est ça qui nous intéresse, au-delà de cette limite anthropologique, il y a une limite sociale. Une limite sociale, et c'est ce qui fait que l'indétermination de la journée de travail va prendre la forme d'un conflit. Et c'est pour ça que je vous dis que ça concerne la lutte des classes. Alors, dans le chapitre 8, Marx va mettre ça en scène, un peu comme sous la forme d'un dialogue fictif entre le travailleur et le capitaliste, hein, avec une interpellation, comme ça, chacun interpelle l'autre. Hein. Et donc le capitaliste dit il faut que j'allonge au maximum la journée de travail, parce que j'ai payé non pas pour un travail effectif, j'ai payé pour l'usage de la force de travail. Donc moi, je veux l'utiliser au maximum pendant ma journée. Et derrière, le travailleur répond « Mais non, mais attends, tu me dis ça, mais moi, je t'ai vendu ma force de travail pour une durée déterminée, je t'ai autorisé à l'utiliser, mais je n'ai pas dit que je t'autorisais à la piller, hein, attention. Et donc, si tu me fais utiliser de manière démesurée ma force de travail, ça va mener à sa destruction. Et donc, moi, le travailleur, je réclame, comme le dit Marx, une journée de travail normale, pas une journée excessive. » Bon. Vous savez, chacun réclame son bout de gras. Hein, vous avez l'un qui réclame son droit d'acheteur. Hein, le capitaliste dit « moi j'ai acheté, donc j'en veux pour mon argent ». Et puis vous avez l'autre qui dit son droit de vendeur. Oui, j'ai vendu, mais avec des conditions. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que Marx nous dit on a affaire à deux droits qui s'opposent. Hein, deux droits qui s'opposent. Et ce qui est intéressant, c'est que Marx nous dit d'une certaine façon, chacun est dans son bon droit. Le capitaliste est dans son bon droit, le travailleur est dans son bon droit. Marx ne nous dit pas le capitaliste c'est un escroc, un salaud qui veut, etc. Non, il ne dit pas ça. Chacun est dans son bon droit. C'est du point de vue de la logique de l'échange marchand. Vous avez deux possesseurs de marchandises sur un marché, chacun est dans son bon droit de possesseur de marchandises. Hein, et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est pas le droit qui va permettre de résoudre la question. Et vous avez, justement, à la fin du premier sous-chapitre du chapitre 8, Marx l'explique très clairement, je cite en disant « Il y a donc ici une antinomie, droit contre droit, l'un et l'autre portant le sceau de la loi de l'échange marchand, entre des droits égaux, c'est la violence qui tranche. » Et c'est ainsi, nous dit Marx, que dans l'histoire de la production capitaliste, la réglementation de la journée de travail se présente comme la lutte pour les limites de la journée de travail, lutte qui oppose le capitaliste global, c'est-à-dire la classe des capitalistes, et le travailleur global, ou la classe des travailleurs. Fin de citation. Alors, Marx va, dans ce cadre-là, en analyse de cette lutte, s'intéresser aux conséquences concrètes de la journée de travail excessive en matière de santé publique. Vous avez notamment dans les sous-chapitres 3 et 4 tout un tas de récits absolument terrifiants concernant les conditions de travail des ouvriers anglais au XIXe siècle. Et donc là, c'est vrai, le texte de Marx prend une valeur de dénonciation, il cherche à susciter l'horreur ou la réprobation du lecteur. Hein. Vous allez, si vous lisez ce chapitre, vous allez voir, vous allez croiser des enfants qui travaillent 15 heures par jour dans des poteries ou des salariés qui sont forcés de manger du pain qui, nous dit Marx, est fabriqué à partir de sueur humaine trempée dans des excrétions d'abcès purulents, de toiles d'araignée, de cadavres, de cancrelats et de levures allemandes pourries. C'est pas très sympathique tout ça. Bon, ces pages, elles parlent d'elles-mêmes, évidemment. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais
je veux quand même dire un mot du rôle de ces descriptions sordides dans l'architecture même du capital, et notamment dans le chapitre 8, parce que c'est là qu'elles sont peut-être les plus vives. Pourquoi est-ce que Marx fait ça? Parce que, en les inscrivant finalement au cœur même de l'argumentation, Marx cherche à montrer que ces excès n'ont rien de contingent ou d'accidentel, mais qu'ils sont la conséquence logique du capital. C'est-à-dire que la fringale de surtravail, comme il l'appelle, ce n'est pas le fait de quelques patrons particulièrement pervers et mal intentionnés qu'il s'agirait de condamner moralement. Elle provient du ressort même de la production capitaliste, c'est-à-dire de cette aspiration à produire toujours davantage de survaleur. Et d'ailleurs, il met en évidence le fait que l'allongement incessant de la journée de travail conduit, c'est ça la contradiction fondamentale, elle conduit à la destruction de la force de travail, c'est-à-dire de ce qui fait la source même du profit pour le capitaliste. C'est ça la contradiction fondamentale. Alors vous avez par exemple, cet exemple que Marx emploie de Mary-Ann Walkie, qui est une employée de manufacture de mode qui était âgée de 20 ans et qui est morte rien que par excès de travail, nous dit-il. Elle avait travaillé 26h30 d'affilée. Et voyez qu'en montrant cela, Marx cherche à montrer aussi le caractère intrinsèquement contradictoire du mode de production capitaliste. C'est pas simplement dénoncer l'inhumanité, ça l'est aussi évidemment, mais ça n'est pas que cela, c'est montrer aussi que la logique d'allongement infini de la journée de travail qui anime le patronat, le conduit à sa propre perte. C'est-à-dire que cette logique-là, elle n'est pas viable pour les capitalistes eux-mêmes au bout d'un certain temps, parce que ça finit par détruire la source même, la poule aux œufs d'or des capitalistes, c'est-à-dire la force de travail. Ça, c'est une idée, cette idée qui est une sorte de comportement contradictoire, c'est évidemment quelque chose de très important, et c'est ce qui explique que paradoxalement, nous dit Marx, les capitalistes en tant que classe aient besoin de réfréner les aspirations de chaque capitaliste pris individuellement. C'est-à-dire que si chaque capitaliste allonge le temps de travail de manière illimitée, eh bien la source même de leur richesse, la force de travail, va se tarir. Autrement dit, c'est ça qui est intéressant, c'est que le chapitre 8 du livre 1 du Capital nous montre que la limitation du temps de travail, ça n'est pas simplement une exigence légitime du mouvement ouvrier, c'est nécessaire à la survie de la société dans son ensemble. Et c'est là toute l'habileté de Marx, c'est qu'il arrive à montrer que l'allongement illimité de la journée de travail, qui est réclamé par le capitaliste pris isolément, n'est pas viable, même du point de vue de la classe capitaliste, prise cette fois dans son ensemble. Mais alors, évidemment, si l'intérêt objectif de la classe capitaliste, c'est finalement quand même aussi d'avoir une journée de travail normale, parce que sinon elle tue sa poule aux œufs d'or, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de convergence avec les travailleurs, sinon sur une forte réduction de la journée de travail, au moins sous une forme de modération en la matière, on pourrait s'accorder quand même, bon, voilà, on tombe d'accord sur un compromis, je ne sais pas, quelque chose. Eh bien, pourquoi ? Parce que, précisément, la logique du capitaliste individuel consiste à faire abstraction de l'intérêt qu'il aurait à préserver les forces productives qu'il exploite. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, le capitaliste se dit « je peux y aller de toute façon parce que ceux que je détruis, les travailleurs que je détruis à la tâche seront remplacés par d'autres qui viendront, qui seront plus jeunes, moins éreintés. Notamment, évidemment, au XIXe siècle, vous avez, avec l'exode rural, vous avez des masses qui arrivent indéfiniment, presque. Donc on se dit je peux y aller, je peux en détruire des générations entières. Le monde rural produira toujours ce que Marx appelle cette surpopulation des districts agricoles qui arrivent et qui remplissent les usines à n'en plus finir. Mais le recours à cette surpopulation issue du monde rural ne constitue quand même pas une logique viable à long terme, ce qui fait que les exigences de la concurrence entre les capitalistes sont telles qu'il faut que le capitaliste soit, comme le dit Marx, contraint par la société pour qu'il consente à faire travailler ses salariés pendant un temps de travail normal.
Et donc je voudrais vous citer un passage qui montre bien ce point-là. Hein. Marx nous dit, je cite, hein, « Le capital, qui a de si bonnes raisons de nier les souffrances de la génération de travailleurs qui l'entoure, est en fait, dans son mouvement pratique, aussi peu déterminé par la perspective d'un pourrissement futur de l'humanité et d'un dépeuplement définitivement irrésistible que par l'éventuelle chute de la Terre sur le Soleil. Dans toute escroquerie financière, chaque actionnaire sait que la tempête arrivera un jour, mais chacun espère qu'elle tombera sur la tête de son voisin après que lui-même aura recueilli la pluie d'or et l'aura mise en sécurité. Après moi, le déluge, telle est la devise de tout capitaliste et de toute nation capitaliste. » Fin de citation, hein, citation magnifique du chapitre 8 du livre 1 du Capital. Et donc on comprend bien que le capitaliste, lui, ne va rien concéder de bon gré, hein, parce qu'il est toujours dans cette logique « après moi le déluge », même ce qui serait au fond dans son propre intérêt objectif de long terme. Et c'est donc la lutte des classes qui va jouer un rôle tout à fait déterminant dans l'allongement ou la réduction de la journée de travail. Et de ce point de vue, hein, la question de la réglementation légale de la durée de travail va prendre une place tout à fait centrale dans les sous-chapitres suivants. Hein. Marx va notamment, à partir du 5e sous-chapitre, s'intéresser de près à l'application, à l'évolution de la réglementation de la durée de travail en Angleterre. Hein. Et il va s'appuyer pour ça hein, sur toute une matière issue des rapports des inspecteurs de fabrique, des textes réglementaires au sujet de la durée légale du travail. Et en gros, il va identifier un double mouvement qui correspond à des phases historiques distinctes. D'une part, un mouvement d'allongement de la journée de travail qui va, en gros, du milieu du XIVe siècle à la fin du XVIIIe siècle. On parle de l'Angleterre hein, pour l'essentiel, hein, c'est la localisation classique du mode de production capitaliste, hein, comme il l'explique. Donc vous avez cette première phase d'allongement hein, qui correspond à la mise en place progressive du capitalisme britannique. Et d'autre part, à partir du milieu du XIXe siècle, une phase de lutte pour la réduction de la journée de travail, qui correspond par ailleurs à l'émergence du mouvement ouvrier anglais organisé. Hein. Alors évidemment, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec cette historicisation du texte du Capital, on en arrive à une coloration plus immédiatement politique. On voit bien que c'est vraiment les conflits hein, en matière de droit du travail qui prennent une place tout à fait centrale. Et donc, si cette première phase, hein, ou première tendance, comme il le dit, de l'histoire de la lutte pour la durée de la journée de travail correspond à une phase d'allongement, hein, c'est bien parce que au XIVe siècle, finalement, nous dit Marx, le temps de travail était sensiblement moins long qu'au XIXe siècle. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on se souvient que la figure du travailleur libre que j'évoquais lorsque je parlais du chapitre 4, c'est-à-dire travailleur délié de tout lien de dépendance personnelle et qui ne disposait que de sa force de travail pour vivre, n'avait pas toujours existé, parce qu'avant, il y avait des esclaves, il y avait des serfs, etc. Et c'est cette condition, c'est-à-dire l'existence même de travailleurs libres, qui faisait largement défaut au XIVe siècle. Hein. C'est-à-dire que les conditions du rapport capitaliste, et principalement la présence de travailleurs libres, n'étaient pas encore réunies. Donc il a fallu les créer de toutes pièces. Marx nous dit, si un travailleur agricole peut vivre toute une semaine avec un salaire de 4 jours, il n'y a aucune raison qu'il retourne travailler les 2 jours suivants. Pourquoi il ferait ça ? Donc il a fallu que l'État impose une discipline et un allongement de la durée de travail. Hein, et c'est ça que Marx va examiner. Hein, il reviendra plus tard dans le chapitre consacré à l'accumulation initiale. Mais il évoque comment, notamment à la fin du XVIIIe siècle, on a créé en Angleterre des workhouses, hein, des maisons de travail qui étaient destinées à enrégimenter les pauvres bénéficiant de l'assistance publique. Et donc, il décrit ces établissements de l'enfer, comme ça, les workhouses, où on travaille 12 heures par jour. Et il considère, Marx, que ça peut être vu comme des modèles, finalement, pour les usines du XIXe siècle. Alors,
Ensuite, Marx passe évidemment à la tendance inverse de l'histoire de la lutte pour la journée de travail normale, c'est-à-dire la phase qui traverse au fond le milieu du XIXe siècle et qui correspond à la réduction du temps de travail. Parce que Marx nous dit, au début, la première conséquence de ce grand processus, c'est que jusqu'au début du XIXe siècle, la classe ouvrière était un peu abasourdie par ce qui lui arrivait. Puis après, elle se ressaisit et elle s'organise. Alors, à la faveur de choses que je vous épargne, sur la division de la classe des classes dominantes en Grande-Bretagne, il y a eu notamment l'émergence d'un mouvement ouvrier organisé, notamment le mouvement chartiste, on pourra en parler si vous voulez, au moment justement où tout cela se met en place, eh bien, il y a une agitation organisée par le mouvement ouvrier pour limiter la journée de travail à 10 heures. La journée de travail à 10 heures. Adoption du bill des 10 heures en 1847, qui sera appliqué en 1848. Marx considère qu'on a là, avec ce bill qui a été arraché, le bill des 10 heures, eh bien, une véritable victoire de la classe ouvrière. Il avait déjà, en 1864, dans l'adresse inaugurale de l'Association internationale des travailleurs, il avait dit que c'était un des grands acquis du mouvement ouvrier, ce bill des 10 heures. Et donc, évidemment, avec ce moment où finalement la classe ouvrière remporte une première victoire, ça correspond évidemment, vous voyez, 1848, avec, disons, le moment où les classes dirigeantes mettent un peu de côté leurs querelles internes, et ça devient la classe ouvrière qui est l'ennemi principal. Alors Marx résume un petit peu ça, parce que vous avez évidemment la même chose avec la Révolution de 48, et notamment il évoque l'insurrection de juin 1848, l'insurrection parisienne, tout fait dans le sang, et il nous dit que tout ça arrive à peu près au même moment, et je cite, parce que c'est aussi assez savoureux, l'insurrection parisienne de juin, étouffée dans le sang, sonna le rassemblement en Europe continentale comme en Angleterre de toutes les fractions des classes dominantes, propriétaires fonciers et capitalistes, méchants loups de la bourse et petits boutiquiers, protectionnistes et libre-échangistes, gouvernement et opposition, curés et libres penseurs, jeunes putains et vieilles bonnes sœurs, sous le mot d'ordre commun de sauvegarde de la propriété, de la religion, de la famille et de la société. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dès que la classe ouvrière obtient des choses, eh ben, tout de suite le patronat repart au combat, évidemment. Et en Angleterre, par exemple, dès l'entrée en vigueur en 1848 du bill des 10 heures, eh bien, le patronat va chercher à en limiter les effets. Alors c'est intéressant, on peut noter quelques éléments. Le premier élément, c'est que le capital cherche toujours à instrumentaliser les travailleurs en prétendant agir dans leur intérêt. Alors les propriétaires de fabriques vont chercher à faire signer aux ouvriers des pétitions qui réclament la fin du bill des 10 heures en prétextant du fait que la limitation du temps de travail les empêcherait d'augmenter leur salaire, par exemple. Ou que ça les contraindrait à licencier une partie des salariés. Vous voyez bien, stratégie évidemment de division de la classe ouvrière qui consiste à opposer comme ça entre elles des revendications qu'on présente comme contradictoires. Autre élément intéressant à noter que Marx souligne, c'est l'absence de force intrinsèque de la loi. C'est-à-dire que c'est bien de promulguer une loi, mais encore faut-il faire en sorte qu'elle soit effectivement appliquée. Justement, toute la fin du sous-chapitre 6 du chapitre 8 va consister à montrer qu'il ne suffit pas de promulguer une loi qui limite la journée de travail à 10 heures pour que la journée de travail soit vraiment et effectivement limitée à 10 heures. Il y a au moins deux raisons à cela que Marx souligne. D'une part, c'est qu'il est nécessaire de se doter de moyens coercitifs puissants permettant de faire appliquer la loi. Parce que si personne ne veille à l'application de la loi, eh ben, il n'y a rien d'étonnant à ce que ce soit très largement contourné. Et donc, Marx souligne
à cet égard le rôle des inspecteurs de fabrique, hein, une sorte d'inspecteurs du travail, si vous voulez, mais il nous dit il faut qu'ils aient les moyens des moyens suffisamment importants pour tenir en respect le patronat, sinon ça ne fonctionne pas. Deuxième raison qui explique l'impuissance de la loi, ce sont les interstices qu'elle laisse dans l'obscurité et dans lesquels les capitalistes s'engouffrent évidemment de la manière la plus nette et cherchent à frauder par tous les moyens, tout en respectant la lettre de la loi. Alors, il y a cet exemple qui pourrait presque être amusant s'il n'était pas terrible, hein, c'est celui de la pause méridienne. Hein, c'est-à-dire que les patrons sont tenus de ne faire travailler leurs ouvriers que 10 heures par jour, et ils sont tenus de leur laisser prendre un repas à midi, un repas de midi plutôt. Donc, par exemple, on peut les faire travailler entre 9h et 19h, mais il faut qu'ils aient une pause de midi. Mais rien ne dit que la pause de midi ne peut pas être prise avant 9h ou après 19h. Voilà, Marx examine ce genre de choses. Bref. J'en viens au sous-chapitre 7, qui est le dernier de notre chapitre, et je vais clore là-dessus. C'est intéressant parce que dans ce chapitre, Marx va comparer brièvement trois types de législation sur le travail. Législation à partir de trois cas, hein, le cas britannique, français et états-unien. Alors évidemment, vous avez une confrontation comme ça qui est intéressante entre un modèle juridique qui est fondé sur la common law, hein, avec une approche très jurisprudentielle, on fonctionne au cas par cas, et puis à l'inverse, le modèle, disons, napoléonien, avec des grands principes généraux, etc. Marx ne va pas trancher en fait entre ces deux cas, il va montrer quels sont les avantages et les défauts respectifs. Hein. Donc ce qu'il va nous dire, c'est que finalement, d'un côté, on a un modèle juridique anglais qui, de fait, a permis, au milieu du XIXe siècle, une législation sur le travail qui était quand même plus favorable à la classe ouvrière que la législation française de l'époque. Mais Marx nous dit c'est un sac de nœuds juridique, hein, parce qu'ils ont une approche casuistique, et donc ça tolère des écarts de situation très importants d'une branche à l'autre. En comparaison, la législation française de l'époque, écrit ça en 67, hein, donc on est sous le Second Empire, elle est en retard, puisqu'on est encore à la loi des 12 heures, hein, donc on a quand même un peu de temps à rattraper, mais Marx nous dit la méthode révolutionnaire française a quand même ses propres avantages, hein, c'est-à-dire au sens méthode révolutionnaire française, au sens héritière disons de la Révolution française, sa tradition jacobine, avec l'idée d'unifier et d'égaliser les dispositions légales sur l'ensemble du territoire et dans toutes les branches de production. Alors, j'en viens juste rapidement avant de terminer sur le point concernant les États-Unis, parce qu'il est très intéressant, parce qu'il prend en compte la question de l'esclavage. Point intéressant parce que Marx publie le livre 1 du Capital en 1867. 1867, c'est-à-dire 2 ans après la promulgation du 13e amendement à la Constitution des États-Unis qui abolit l'esclavage. Et on voit clairement que Marx considère que l'abolition de l'esclavage est absolument nécessaire à l'émancipation des travailleurs dans son ensemble. Et donc vous avez cette phrase que Marx formule à la fin du chapitre 8 du livre 1 du Capital, où il dit, je cite, hein, « Aux États-Unis d'Amérique du Nord, toute espèce de mouvement ouvrier autonome a été paralysée tant que l'esclavage défigurait une partie de la République. Le travail en peau blanche ne peut pas s'émanciper là où le travail en peau noire demeure marqué d'infamie. » Fin de citation. Donc vous voyez, unité de la classe ouvrière qui est une sorte de préalable à son émancipation, et unité qui ne peut pas se faire si certains travailleurs sont libres et d'autres sont esclaves. Alors je termine avec ce que Marx dit au tout dernier paragraphe du chapitre 8, qui est une sorte de recommandation adressée à la classe ouvrière dans le choix de ses revendications.
la lutte pour la journée de travail normale que Marx a décrite dans les sous-chapitres précédents a achevé de démontrer, au fond, la profonde illusion sur laquelle reposait le rapport d'égalité juridique entre le capitaliste et le travailleur dans le contrat de travail. Alors que doit faire la classe ouvrière? Eh bien, elle doit s'inscrire dans la continuité de cette lutte pour la réduction du temps de travail. Et comme le dit Marx, je cite, « Pour se protéger du serpent de leur tourment, les travailleurs doivent se rassembler en une seule troupe et conquérir, en tant que classe, une loi d'État, un obstacle social plus fort que tout, qui les empêche de se vendre eux-mêmes au capital en négociant un libre contrat et de se promettre, eux et leur espèce, à la mort et à l'esclavage. » Fin de citation, et je vous remercie pour votre attention. Bien, merci pour l'intervention, et donc on va passer aux questions. Donc allons-y, la première est toujours la plus difficile. Bonsoir, merci beaucoup. Lorsque vous disiez que la survaleur ne peut venir que du travail, du coup, est-ce que les professions dont on s'est parlé, de taxer le travail des robots, la valeur ajoutée des robots, du coup, n'a pas de sens dans cette lecture-là, ou on peut se raccrocher aux branches? Comment on fait? On prend plusieurs questions ou... Oui, d'accord. Bonsoir. Moi, je vais continuer à parler de robots et de machines. Et j'aurais une question. Si on prend l'exemple d'une production, il n'y aurait pas d'hommes. Il n'y aurait que des machines. À ce moment-là, la survaleur viendrait d'où? Oui. Alors, c'est très bien, parce que les deux questions vont tout à fait de pair. Alors, bon, je ne peux pas dire ce que Marx aurait dit sur la taxe robot, mais en revanche, on peut quand même, a priori, se faire une petite idée. C'est que, effectivement, il n'y a pas vraiment de sens, probablement, dans une perspective qui réactiverait les analyses de Marx sur l'origine de la survaleur, à considérer que les robots seraient... bon, après, taxer les robots, ça peut être pour différentes raisons, mais en tout cas, ça ne peut pas l'être, a priori, parce que les robots produiraient de la valeur. Ça, c'est clair. Donc, ce que veut dire Marx, c'est que pour produire ces robots, il a fallu... les robots sont du travail mort. C'est pas du travail, les robots ne produisent pas du travail vivant. C'est du travail mort au sens où il a fallu... une dépense de force de travail pour les produire, et donc eh bien, la valeur qui est déposée dans les robots, c'est celle des moyens, voilà, c'est toujours pareil, c'est le temps de travail nécessaire à la production de ces robots qui permet de la calculer. Donc je pense qu'on peut dire également que, aux yeux de Marx, il n'y a pas de possibilité d'une production sans être humain. Ça, c'est quelque chose qui ne pourrait pas admettre, parce que c'est pas les machines toutes seules qui peuvent produire. Et puis on peut toujours, dans ce cas-là, dire il y a de l'automatisation sur tel ou tel secteur, mais il a bien fallu quelqu'un pour produire les machines, il faut bien quelqu'un pour surveiller les machines, pour faire je ne sais quoi. Mais dans tous les cas, en tout cas dans la perspective qui est développée par Marx dans le Capital, il n'y a pas de survaleur qui peut être produite par autre chose que la force de travail de l'être humain. Ça, alors on peut dire c'est un postulat, c'est une possibilité, mais de fait, c'est la perspective que Marx défend. Donc voilà, je pense que dans les deux cas,
à partir des analyses de Marx, la réponse est assez claire, à mon avis. Hein. Elle est négative dans un cas comme dans l'autre. Oui. Oui, Jean, merci pour ta question. Moi, je voulais revenir aux retraites et à la durée du temps de travail. Et du coup, ce qu'on appelle pudiquement le mouvement social ou le Front social, il est engagé pour le coup dans une lutte de classe par rapport à cette durée du temps de travail, où il négocie le fait que cette force de travail, qui est une marchandise, arrive en bon état après la durée légale de cotisation ou des annuités ou du nombre de points. Enfin, je veux dire, c'est aussi ça qui se joue aujourd'hui. C'est une lutte de classe autour de la durée, qui n'est pas la journée stricto sensu, mais la durée d'une vie, pour que cette marchandise qui est la force de travail arrive en bon état après avoir bien servi. Oui, tout à fait. Pour réagir, de toute façon, je suis d'accord. Il n'y avait pas vraiment de questions. C'était plus une remarque, mais je suis entièrement d'accord. Et on peut considérer de toute façon que ce que dit Marx au sujet de la journée de travail, c'est une unité, évidemment, à partir de laquelle il réfléchit dans le chapitre 8 du Capital, mais évidemment, on peut étendre ces réflexions à l'échelle d'une vie. Ça c'est tout à fait juste, hein, bien évidemment. Et il y a dans cette réflexion sur la journée de travail normale, on pourrait dire effectivement que c'est pareil, qu'on peut étendre cette réflexion-là à l'idée d'une vie de travail normale, au sens où la force de travail ne serait pas détruite au bout du processus, tout à fait. Puisque j'ai le micro, peut-être une question sur cette expression de journée de travail normale, qui est très surprenante un petit peu, si je peux dire. Parce que, d'un côté, qu'est-ce qu'on entend par journée de travail normale? Est-ce que ça veut dire une journée de travail dans laquelle il n'y a pas de surtravail? Ou est-ce que ça veut dire ce qu'on pourrait entendre quand on est un peu sensible à l'histoire du mouvement ouvrier et des revendications populaires, c'est-à-dire une journée de travail dans laquelle il y a un petit surtravail, si je peux dire? Parce que ça fait penser, de ce point de vue, à toutes les réflexions qui ont été faites sur les revendications populaires autour d'une formule qui était celle d'une économie morale. Donc il y a toute une réflexion qui a été développée par les historiens depuis une cinquantaine d'années autour de ces notions-là, disons, où en fait, on le sait bien, la plupart des gens ne sont pas révolutionnaires, n'aspirent pas à un changement profond et radical, sauf quand ils y sont absolument contraints. Même au moment de la Révolution française, on sait très bien que c'est parce que en face, ils sont d'une rapacité, d'une dureté infernale, que finalement le truc casse. Mais s'ils avaient lâché un peu, on n'aurait peut-être pas eu la Révolution française non plus. Et donc ce qui se développe souvent comme revendication, c'est: bon, là c'est trop quand même, là vous poussez trop loin, parce qu'effectivement il y a une espèce de rapacité infinie, comment dire, sans fin et sans borne. Et donc c'est amusant cette expression de journée de travail normale, parce que je trouve qu'elle fait un peu écho à ce décryptage des historiens, ou peut-être l'inverse, hein, peut-être, en tout cas des historiens qui scrutent un peu les revendications populaires, et où il n'y a pas une revendication très massive pendant longtemps d'une abolition du salariat, pour parler clairement, mais au moins de limiter les excès infernaux. Et donc, journée de travail normale, c'est assez amusant comme formule, je trouve, ça peut faire écho à ça. Oui, la question tout à fait. Après, il faut pas se tromper sur le statut de cette expression, hein. Lorsque Marx évoque la lutte pour la journée de travail normale, il n'est pas en train de dire c'est ça qu'il faut, c'est ça le communisme, hein. Attention, évidemment. Il n'y a pas de doute là-dessus, et il n'y a pas non plus de doute sur ce que tu dis, à savoir qu'une journée de travail normale serait évidemment une journée impliquant un petit surtravail, et non pas une journée sans production de survaleur, parce qu'on est dans le cadre d'une réflexion interne. Pour l'instant, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas déboucher, qu'une lutte pour la journée de travail normale ne peut pas déboucher sur des revendications qui ensuite aboutiraient d'une certaine façon à un combat véritablement anticapitaliste. Mais là, on n'est pas là-dedans. On est dans une sorte
lutte déjà. Alors effectivement, ce que tu dis est juste sur le fait que ça correspond un peu, et d'ailleurs c'est pas étonnant que ce soit dans un chapitre très historique, appuyé sur quand même l'histoire, notamment des luttes ouvrières britanniques. Ça c'est tout à fait symptomatique, hein, je pense. Mais évidemment, on est dans un cadre ici où, à l'intérieur même du rapport capitaliste, parce que voilà, le terme de journée de travail normale ne prend sens qu'à l'intérieur de cet échange fictif entre le travailleur et le capitaliste qui se sont mis d'accord sur l'échange de la marchandise force de travail. Donc on est évidemment à l'intérieur du rapport capitaliste, puisque normal ne fait référence qu'à l'usage possible de la marchandise force de travail. Mais si on dit qu'on abolit le salariat, la force de travail n'est plus une marchandise, donc on a pu, et puis il n'y a pas le capitaliste en face, donc on est tranquille, on peut fixer notre journée de travail autrement, et donc on peut trouver un autre terme que journée de travail normale. Mais là, Marx cherche à montrer comment, à l'intérieur même du rapport capitaliste, il y a cette contestation-là. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une constante par ailleurs dans les textes de Marx, c'est-à-dire dire que cette lutte-là, hein, cette lutte pour que ce soit la lutte pour la réduction du temps de travail ou même la lutte pour l'augmentation de la valeur de la force de travail qui va se présenter dans le cadre d'une lutte pour l'augmentation des salaires, par exemple, ça fait partie de ce que le mouvement ouvrier doit faire, alors qu'il y a d'autres gens à la même époque qui pensent le contraire, qu'il ne faut pas... Voilà, hein, qu'il ne faut pas se battre pour les augmentations de salaire, etc., qu'il ne faut pas faire de grève, enfin, Proudhon et compagnie, voilà. Il y a tout ça, hein, par rapport à quoi Marx prend position. Donc voilà, il y a cette question-là qui est évidemment une question importante et qui peut avoir des prolongements après. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une lutte pour la journée de travail normale qui est dans un premier temps placée à l'intérieur même du rapport capitaliste, que ça ne va pas avoir des effets pour une lutte anticapitaliste. Hein. Les deux ne sont pas des choses, c'est pas deux choses complètement opposées. Mais je pense que, en tout cas, le terme journée de travail normale s'explique de cette façon-là. Hein, c'est normal eu égard à ce contrat d'achat et de vente d'une marchandise, qui est la force de travail. En fait, j'avais une question sur une notion que j'ai pas très bien comprise, c'est le surtravail. Quand on dit que le travailleur, au bout d'un moment, travaille gratuitement pour le capital, et donc c'est le surtravail par rapport au travail nécessaire. En fait, je voulais savoir si on parlait là du surtravail que l'employeur inflige à l'employé, ou alors qu'il s'inflige à lui-même pour être plus compétitif. Alors, je sais pas, là on dit, il n'y a pas forcément de distinction ni d'opposition entre les deux, ça peut être, il peut y avoir une intériorisation d'une certaine façon, mais en tout cas, surtravail est à comprendre à partir, alors c'est jamais, ce sont des moments logiques à l'intérieur d'une journée de travail, hein, c'est pas, disons, des moments chronologiques. Alors justement, il y a tout un passage. Vous avez un économiste qui s'appelle Senior qui dit oui, mais en fait on ne peut pas du tout limiter la journée de travail parce que tout se fait dans la dernière heure, donc, parce qu'il prend en quelque sorte le schéma au pied de la lettre. Alors en fait pendant 11 heures je travaille que pour reproduire la force de travail, et c'est que pendant la 12e heure que je travaille pour le capitaliste. Alors si vous m'enlevez, le capitaliste dit mais si vous m'enlevez la 12e heure, j'ai plus rien moi. Voilà. Donc alors évidemment c'est pas comme ça que Marx, c'est proportionnel, d'une certaine façon on peut le passer sur chaque heure, hein, c'est pas un temps au sens des heures supplémentaires, c'est à l'intérieur de chaque heure de travail finalement la même chose peut être tout à fait appliquée, hein. C'est de la partie de la journée de travail qui consiste non pas simplement à reproduire la valeur de la force de travail, mais à produire une valeur supplémentaire. Et donc, comme le capitaliste a payé pour la valeur de la force de travail, la valeur supplémentaire qui est produite, c'est du bonus pour lui. C'est pour ça que c'est du surtravail. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est du travail gratuit, au sens où on travaille gratuitement parce que ce qu'on produit correspond à une valeur plus grande que celle qu'on a coûté en tant que
enfin, que ce que la force de travail a coûté au capitaliste quand il l'a acheté pour l'utiliser pendant telle ou telle durée, hein, si vous voulez. Alors je ne sais pas si c'est plus clair maintenant, mais voilà, en tout cas, sur travail, il ne faut même pas forcément le penser comme une durée de travail qui va être exténuante. Alors évidemment, le terme, et puis ça implique ça, parce que poussé à son terme, c'est ce que ça devient, mais ce sont des moments logiques par rapport à une réflexion sur l'usage en fait de la force de travail. On peut l'usage de la force de travail pousser au-delà d'une certaine limite, et cette limite étant correspondant à la valeur de la force de travail. Quand on continue à travailler au-delà, eh ben, on fait du surtravail, puisqu'après le reste, c'est tout bonus pour le capital. Oui, je suis content que la camarade là, ait exprimé l'idée que non seulement il y avait la journée de travail, mais qu'on pouvait extrapoler au niveau d'une vie. Et en ce moment, on voit bien que la bagarre pour travailler moins longtemps, la classe ouvrière, les travailleurs s'en sont emparés. Mais en fait, ma question, c'est, j'entendais il y a en gros 25 ans, dans un débat qu'il y avait eu sur le capitalisme. Aujourd'hui, c'était organisé à Paris, mais c'était avec des intervenants de un peu tous les pays, donc c'était le Parti communiste qui l'avait organisé. Et un Brésilien économiste avait dit, oui, ok, on parle de plus en plus de la financiarisation de l'économie, mais il y a aussi l'exploitation. Et c'est vrai que si on réfléchit, moi qui suis communiste, je suis un peu inquiet qu'on parle souvent de financiarisation. C'est vrai qu'il y a eu une évolution là-dessus, mais je trouve qu'on parle très insuffisamment de l'exploitation, et donc de la surexploitation. Si vous pouviez intervenir là-dessus, ce prolongement m'intéresserait. Alors, je ne sais pas exactement sur quoi il faudrait que j'intervienne, du coup, mais c'est sur l'exploitation, c'est ça, sur expliquer. Parce que comment se fait-il que... comment se fait-il qu'on parle dans le secteur qui lutte le plus, c'est-à-dire effectivement le Parti communiste et notamment, je dirais, les satellites, de manière provocatrice comme ça, je trouve que la question de l'exploitation, franchement, on en parle assez peu. Oui, on parle de temps en temps, par exemple, du burn-out. On parle du burn-out. Comme toi, tu l'as évoqué quand tu as dit que la personne qui était morte parce qu'elle avait travaillé 26 heures ou 22 heures, pardon. Alors, voilà, alors, effectivement. 26 heures, non, mais si elle dit 26 heures, 26h30 même, 26h30. Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement la question de la... Alors, Marx s'intéresse aussi aux questions de la finance, hein, c'est aussi quelque chose qui l'intéresse. Après, à mon avis, une des explications possibles, c'est que le rapport d'exploitation, il a pour caractéristique d'être dissimulé. Il est dissimulé notamment par ce que Marx va appeler des formes phénoménales, au sens où la manière dont les phénomènes économiques nous apparaissent ne nous donne pas immédiatement accès à la réalité de l'exploitation. Et notamment, il dit que la forme, par exemple, du salaire, la forme salaire, il y a un chapitre dans le livre 1 qui est consacré à la forme salaire, qui donne l'impression que ce qu'on paye, c'est le travail fait, et non pas la valeur de la force de travail. Évidemment, c'est trompeur, parce que vous dites, on m'exploite pas vraiment, au sens où ce qu'on paye, c'est le travail que j'ai effectué. Et Marx nous dit non, c'est une illusion. Ça se présente aux yeux de tout le monde comme étant le salaire qui paye le travail fait, mais en réalité, on paye la valeur de la force de travail. Et donc, on peut vous payer, en fait, une portion qui ne correspond pas au nombre d'heures que vous avez effectuées, mais simplement à la portion qui correspond au nombre d'heures qui étaient nécessaires pour reproduire la valeur de votre force de travail, et tout le reste, on se l'est accaparé. Donc, tout le reste, vous avez travaillé gratuitement. Mais ça, vous ne le voyez pas quand vous voyez salaire. Pour ça, il faut retourner en deçà, aller sous les apparences. Donc évidemment, il y a une distorsion de ce point de vue-là. Juste une petite remarque sur burn-out. Alors c'est évidemment tout à fait exact, et Marx, vous voyez bien avec le chapitre 8 qu'il fait le lien entre les deux. Mais il ne faut pas se tromper non plus, c'est-à-dire que l'exploitation, ça n'est pas que ça. Et c'est ça qui est
qui est peut-être un peu difficile à cerner, et qui est pourtant assez intéressant. C'est que l'exploitation, ça n'est pas que les conditions de travail absolument abominables, voilà, des enfants qui travaillent 15 heures par jour et l'ouvrière qui travaille 26 heures, etc. C'est évidemment de l'exploitation, de la surexploitation même si on veut, mais le cœur de l'exploitation peut tout à fait se faire dans des formes très policées et presque invisibles. C'est-à-dire que l'exploitation, c'est vraiment le fait de tirer une survaleur du processus de travail. Et donc vous pouvez avoir une survaleur qui est tirée du processus de travail tout en pensant que vos conditions de travail ne sont pas celles de la mine et de l'usine de Manchester des années 1840. Vous voyez, hein, c'est deux choses qui sont décorées. Alors évidemment, le terme exploitation en français, il est très marqué par ça, par cet imaginaire du 19e siècle quand même. Ou alors on pense que l'exploitation, c'est très loin, c'est dans les usines, au Bangladesh, etc., ou je ne sais où. Bon, mais on ne pense pas que l'exploitation, c'est aussi chez nous au quotidien. Vous voyez. Et donc ça, c'est vrai que c'est un élément... Alors vous avez des... C'est ça qui est intéressant, c'est que l'exploitation, comme Marx en fait une question quantifiable, vous avez un taux possible d'exploitation. C'est ça qui est intéressant. C'est un rapport, et donc vous pouvez être plus ou moins exploité. Vous pouvez le calculer en fait. Hein. Vous pouvez le calculer. Ça c'est un élément intéressant. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que c'est pas une question qui apparaît beaucoup quand même dans l'exploitation au sens où Marx l'entend. C'est pas une question qui est beaucoup mise en avant. Ça c'est vrai. C'est vrai. Bonsoir. Alors je voulais revenir sur la notion d'exploitation parce que typiquement c'est peut-être une notion qui mérite d'être actualisée. Alors moi j'avais trouvé dans le bouquin de Boltanski et Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, il y a cette idée en fait que ce sont les plus mobiles qui exploitent les plus immobiles en fait. C'est-à-dire typiquement la décision de partir, de ne plus payer ses impôts dans un pays, ça peut être considéré comme une forme d'exploitation, voilà, par ces personnes qui ont ces moyens de se déplacer et pas d'autres, quoi. Donc je voulais savoir ce que vous en pensez, mais voilà, plus largement, cette question de l'actualisation de la notion d'exploitation, quand même. Enfin, je sais. Enfin, oui. Oui. Ben, je ne sais pas très bien comment raccrocher cette question vraiment à celle de l'exploitation, parce qu'il me semble que c'est quand même une question un peu différente. Alors après, évidemment, on peut toujours resémantiser et utiliser le terme d'exploitation pour dire d'autres choses. Moi, il me semble que l'intérêt peut-être quand même de ce concept d'exploitation tel que Marx le définit, c'est justement qu'il ne le limite pas à la surexploitation dans les conditions vraiment les plus terribles qu'il peut décrire dans le Capital. Et à mon avis, l'actualisation possible, c'est justement de dire, bah oui, mais vous, par exemple, je sais pas, bon, par ailleurs, ça existe quand même, je veux dire, des conditions horribles qu'il décrit, ça existe toujours, mais c'est tout à fait possible, à mon avis, si on explique les choses clairement, de voir que l'exploitation concerne l'ensemble du salariat. Hein, et pas simplement ceux qui travaillent dans les conditions les plus précaires et les plus terribles. Moi, c'est peut-être ça qui me semble finalement le plus intéressant là-dedans. Hein, c'est d'avoir une définition rigoureuse de la question. Ouais, juste, moi j'avais une question et puis deux remarques. Première question plus sur l'usage du vocabulaire. Alors moi j'ai souvent entendu le MA, M', donc on parle de A en tant qu'argent, et justement tu as utilisé donc le mot avec pas le vocable argent mais le vocable monnaie. Donc je voulais savoir s'il y a une raison un peu derrière, un peu comme sur le terme de survaleur. Après une remarque sur on va dire l'actualité un peu là aujourd'hui de cette séance. Je trouvais que là sur la contradiction entre intérêt collectif et intérêt individuel des capitalistes sur l'épuisement des travailleurs, je trouvais qu'il y avait une certaine résonance avec aujourd'hui les questions environnementales et écologiques.
avec en même temps cet intérêt individuel à épuiser très rapidement la terre, et puis au niveau collectif quand même un peu scier un peu la propre branche sur laquelle donc la dynamique de l'accumulation capitaliste. Deuxième remarque, plus sur la lutte qu'il y a autour du temps. Alors ça a été un peu évoqué avec les retraites. Moi j'ai vraiment en tête là cette magnifique affiche de la CGT sur la journée de 8 heures, qui est extrêmement éloquente, parce qu'on voit vraiment qu'il y a une horloge, et en fait de chaque côté deux classes qui tirent le temps justement, et les ouvriers qui tirent le temps justement pour réduire le temps de travail. Alors aujourd'hui on pourrait dire oui, il y a une réduction du temps de travail. Alors oui, dans une certaine mesure, sachant que la productivité quand même a énormément augmenté, et que si le nombre d'heures passées dans certaines zones du monde en tout cas un peu diminué, on a eu par contre une explosion des tâches, et on a énormément augmenté ce qu'on demandait aux travailleurs sur un temps beaucoup plus limité. C'est tout le management qui arrive à faire plus, à demander donc à faire plus avec moins. Moi, je m'en aperçois aussi là sur la résonance que ça a aujourd'hui dans l'actualité. Moi, je vois dans pas mal de boulot, il y a une vraie question de demande de temps hors travail. On n'est plus seulement sur des questions alors même si bien sûr, il y a des questions d'augmentation de salaire qui se posent, surtout pour les plus précaires, mais il y a une vraie demande aussi j'ai pas envie de passer, parce que là, on s'aperçoit que le travail prend un temps énorme, et d'ailleurs, il s'arrête pas à la porte de l'entreprise. Quand on sort du boulot, le travail nous suit. Donc il y a toute cette dimension. J'ai l'impression aujourd'hui, ça monte très fort dans la revendication sur cette demande d'avoir plus de temps hors travail. Voilà, qui transparaît d'ailleurs dans le slogan les retraites, on veut vivre et on veut pas survivre. Avec, je pense, derrière l'idée de vivre, avoir un temps donc hors travail. Voilà, c'était juste deux remarques. Oui, bonsoir. Merci pour ton exposé. Moi, je voudrais une précision sur ce que c'est que le travail socialement nécessaire. Parce que, si j'ai bien compris, en fait, c'est le travail qui est payé par le salaire, qui permet de reproduire ma force de travail. Mais en fait, ce salaire, ensuite, je suis obligé de le donner à mon propriétaire, je suis obligé de le donner aux capitalistes qui me vendent ma nourriture, etc. Donc, en fait, c'est encore exploité, cette valeur-là. Donc, j'aimerais savoir si on peut quantifier ce qui reste à la fin, quoi. Voilà, merci. Alors, peut-être je fais un point sur Monnet, et après je vais revenir sur travail nécessaire. Alors, sur Monnet, en fait, c'est un débat de traduction, parce que c'est ce que dit Jean-Pierre Lefebvre. En fait, il a choisi de transformer le terme dans l'édition de 2016, donc dans l'édition la plus récente, pour unifier le vocabulaire autour du mot allemand Geld, parce que c'est un mot qui veut dire à la fois l'argent et la monnaie, et donc il y a évidemment un problème, et il le dit lui-même dans la préface, qu'il a beaucoup hésité. En 83, quand il avait fait la première édition, il avait mis tantôt l'un, tantôt l'autre. Là, il a essayé d'unifier les deux. C'est assez discutable, hein. C'est vrai que c'est... mais ça fait partie des problèmes de traduction qui sont assez difficiles à résoudre. Et d'ailleurs, lui-même, Jean-Pierre Lefebvre, qui n'est pas vraiment un partisan de la traduction systématique d'un même mot allemand par un même mot français, hein. C'est plutôt quelqu'un qui est de l'école plus contextualiste, on va dire, dans la traduction, hein. Il dit lui-même que la difficulté qu'on a autour de Geld, c'est la même difficulté, c'est le même type de difficulté qu'on a autour du terme Arbeiter, hein, Arbeiter qui veut dire le travailleur et qu'on traduit aussi par l'ouvrier. Et donc on a le même type de difficulté. Est-ce qu'on unifie tout et on met tout avec travailleur, ou est-ce qu'on laisse ouvrier de temps en temps, et quand est-ce qu'on le fait? Donc avec Monnet, on a un peu le même type de difficulté, c'est-à-dire que Marx, il y a des moments où effectivement, vous avez évidemment la question de la monnaie et puis des différentes devises, etc. Bon, et puis vous avez la monnaie au sens de l'argent, et à quel moment vous passez de l'un à l'autre, c'est une difficulté. Donc, ça fait partie des débats qui peuvent être poursuivis, hein, mais je pense qu'il faut éventuellement voir aussi au cas par cas à quel moment on utilise l'un ou l'autre. Je dois reconnaître que c'est vrai que des fois, ça pose des difficultés de maintenir Monnet à tout prix, hein. Donc c'est vrai que c'est un problème.
Sur travail socialement nécessaire, alors il y a peut-être un point qu'il faut repréciser, c'est que travail socialement nécessaire, c'est pas, quand Marx parle de travail socialement nécessaire, c'est pas exactement la même chose que quand il parle de travail nécessaire. Il n'en parle pas au même moment et pour dire la même chose. Lorsqu'il parle de travail socialement nécessaire, en général, c'est pour évoquer la manière dont on calcule la valeur d'une marchandise. On calcule la valeur d'une marchandise à partir du temps de travail socialement nécessaire à sa production. Lorsqu'il parle de travail nécessaire tout court, en général, c'est pour évoquer le couple de concepts travail nécessaire sur travail, donc ces deux moments, parties de la journée de travail, le travail nécessaire se définissant comme la partie de la journée de travail qui est nécessaire à la reproduction de la valeur de la force de travail. Et tout ce qui vient en plus, c'est le surtravail. Alors, c'est vrai que lorsqu'on passe après au niveau du salaire, ce que ne fait pas Marx à ce stade-là, encore une fois, on passe donc sous une forme qui est modifiée d'une certaine façon, puisqu'elle apparaît comme étant salaire, et d'ailleurs Marx va analyser les différents types de salaires qui peuvent exister, le salaire aux pièces, le salaire au temps, etc. Bon, maintenant c'est souvent le salaire au temps, et donc c'est une sorte de le salaire est une sorte de traduction en langage, on peut dire phénoménal, de rapports essentiels qui sont de nature distincte. Et c'est alors évidemment la question est de savoir après la somme, en tout cas appelons-la la somme d'argent qu'on reçoit à travers le salaire et qui correspond grosso modo à la valeur de la force de travail. Évidemment, il y en a une partie qui va être utilisée pour payer son loyer, etc., etc. Mais bon, d'une certaine façon, c'est le principe pour puisqu'elle est calculée comme ça. Enfin, alors elle est calculée avec d'autres variables, puisque la lutte des classes est susceptible de l'augmenter, mais à la base, elle est calculée à partir de la valeur qui est nécessaire aux travailleurs pour se loger, pour satisfaire ses besoins et surtout pouvoir retourner travailler le lendemain. C'est ça qui intéresse le capitaliste. Voilà. Donc il faut peut-être refaire ces points-là. Alors évidemment, après il peut y avoir une marge, quelque chose de plus, mais ça c'est la lutte des classes qui permet de l'imposer. C'est plus vous allez lutter pour l'augmentation des salaires, plus vous allez favoriser la hausse de la valeur de la force de travail. Et c'est pour ça que c'est un enjeu tout à fait important. Oui. C'est-à-dire qu'elle n'est pas donnée une fois pour toutes. Elle est déterminée, y compris par ce dont tu parles. C'est-à-dire que l'évolution du loyer contribue à déterminer aussi quelle est cette part socialement nécessaire, disons. Puisque socialement nécessaire, ça inclut justement ça. Mais oui, du coup, puisque tout le monde a l'air de tenir, je voulais en venir à une question théorico-politique un peu lourde, et surtout pour nous, francophones. Et en faisant le lien aussi pour ceux qui étaient là ou ceux qui n'étaient pas là, mais vous savez que tout ça se retrouve sur YouTube, avec la dernière séance du cycle Histoire, puisqu'on est au 19e siècle, là on était sur le monde ouvrier. En France, il y a une difficulté autour de la notion de classe ouvrière, qui est une vieille notion anté-marxiste, si je puis dire. On a vu ça tranquillement avec la séance de Michel Pichenet et le moment de la formation de cette expression qui prend une grande place dans l'histoire de ce qu'on appelle en France aussi, d'ailleurs, le mouvement ouvrier. Moi, plus je lis Marx et plus je lis marxiste, plus quand même, il se trouve qu'en France, le salariat prend d'abord la forme massive du salariat d'industrie sous la forme de l'ouvrier. Mais il y a quand même une violence théorique à restreindre les conceptions de Marx à cette question-là, simplement, de l'ouvrier. Parce que sinon, on en arrive à, parfois, je dis ça avec le grand respect que j'ai pour les collègues de sciences économiques et sociales, mais il arrive parfois de voir des sujets un peu débiles, du genre, vous montrerez en quoi Marx, qui disait que la classe ouvrière allait toujours grandir, finalement, maintenant qu'il y a moins d'ouvriers aujourd'hui qu'avant, c'est des conneries. Alors que si on le prend, sous l'angle salariat, au contraire, évidemment, il est évident qu'il y a beaucoup plus de salariés aujourd'hui qu'il n'y en avait avant, il y a beaucoup plus d'indépendants, etc., etc., etc. Cependant, et donc,
tout ce que tu as dit va plutôt dans ce sens-là, me semble-t-il, sur une conception large, disons, des capitalistes d'un côté et des travailleurs, des arbeiters de l'autre. Cependant, à un moment, tu fais allusion à... mais justement, j'ai pas fait gaffe à la citation précise. Tu dis le travail, ses relations homme-nature, etc. Alors on comprend facilement. Dans le travail ouvrier, évidemment, voilà, ou dans le travail paysan, vous avez un élément naturel, une intervention de l'être humain qui transforme la nature. Pour produire un bien agricole, pour transformer l'arbre en sabot. Bon, on voit bien, ou en table. Il y a évidemment une confrontation de l'homme avec la nature. D'accord. Mais évidemment, dans un monde où ça ne peut pas disparaître, c'est évident, mais où quand même le travail semble prendre la forme davantage de relations homme-homme, si je puis dire, enfin humain-humain, est-ce que donc... tel que c'est conceptualisé au moins dans ce passage-là ou ailleurs dans le Capital, est-ce que c'est exclu de ce que Marx appelle le travail, ou est-ce que Marx vraiment, enferme, si je puis dire, ce qui pourrait se comprendre par rapport au 19e siècle et au fait que, etc., enferme le travail simplement dans une confrontation de l'homme avec la nature. Parce que ça a évidemment des conséquences lourdes après sur Arbeit et donc sur Arbeiter. Parce que si c'est ça, évidemment, ça met en difficulté ce que je voulais dire. Voilà, c'est à peu près tout. Alors effectivement, c'est une question qui est assez massive alors je pense qu'il y a quand même des constantes dans la position de Marx, même si parfois, évidemment, précisément à cause du contexte que tu as rappelé, qui est que, évidemment, au XIXe siècle, la question des travailleurs se posait quand même d'abord comme étant celle des ouvriers. Alors je dirais qu'il y a un épisode tout à fait symptomatique et intéressant qui permet de voir un peu comment Marx s'est dépêtré de cette affaire-là, qui est sa confrontation avec Tolin. Sa confrontation avec Tolin à l'intérieur de l'Association internationale des travailleurs. Parce que dès le départ, donc Tolin était un représentant assez important du mouvement ouvrier français, et c'était un de ceux qui était à la tête d'une section parisienne de l'AIT, qu'on appelle la section des Gravilliers, et Tolin, avec quelques-uns de ses amis, a cherché à toute force, au début de l'histoire de l'AIT, notamment au moment du congrès de Genève en 1866, à imposer l'idée que l'Association internationale des travailleurs, c'est pour les ouvriers, et donc c'est pour les travailleurs manuels. Et donc il y a une confrontation à ce sujet-là, et il dit, au début il essaye de faire en sorte que si on n'est pas travailleur manuel, on ne peut pas adhérer à l'association, parce que les travailleurs, c'est les travailleurs manuels. Puis après, il essaye de négocier ça en disant, bon, si au moins on pouvait dire qu'il n'y a que les travailleurs manuels qui ont le droit d'avoir des responsabilités dans l'organisation, c'est déjà pas mal. Et donc, Marx, lui, va rejeter assez nettement cette position-là. Et ce qui est intéressant, quand on regarde un peu le vocabulaire utilisé, c'est que Marx va parler de travailleurs intellectuels aussi. Il va parler de travailleurs intellectuels. Donc il place, évidemment, il voit bien qu'il y a un peu une difficulté, mais en tout cas, il ne veut pas réduire la question du travail au seul travail manuel. Et donc, alors évidemment, la question du travail intellectuel devient une question importante. Après, ce qu'on peut dire, disons, dans cette... pour compléter un peu cette confrontation-là, c'est au fond l'idée que quand la question va se reposer, il va essayer de parler, enfin de lier cette question-là à la question du salariat, hein, parce que c'est évidemment c'est travailleurs salariés qui va être un terme qui va être utilisé, par exemple, hein, sous la plume de Marx. Mais, alors évidemment, de toute façon, je dirais que, pour revenir à ta question plus spécifique sur le rapport entre l'être humain et la nature, de toute façon, l'être humain n'est pas coupé de la nature. Donc, le rapport entre être humain et être humain, c'est aussi un rapport de l'être humain avec la nature, hein, d'une certaine façon. Mais, disons, là, tu vas me dire, j'esquive un peu le truc, mais je t'ai quand même répondu un peu par rapport à travail intellectuel, où le terme, en tout cas, est utilisé, et ce que Marx cherche à faire, c'est à éviter qu'on
qu'on rentre dans cette logique-là. Mais on le voit parce que même quand quand on regarde un peu les discussions qu'il y a dans... parce que pour mon travail de recherche, je fais pas mal en ce moment, c'est-à-dire regarder les procès-verbaux des séances du Conseil général de l'AIT ou des congrès de l'AIT. En fait, lorsque la discussion en vient avec ces questions-là, alors que les procès-verbaux du Conseil général qui sont à Londres sont en anglais, quand on doit parler du sujet, on utilise toujours le mot français. On dit toujours ouvrier parce qu'on on s'en sort pas. Et donc on voit bien que le problème c'est nous, c'est la France, hein, parce que c'est quand même là que cette question se cristallise. Et donc quand on veut essayer de savoir est-ce qu'il faut réduire à ça, on utilise toujours le mot ouvrier en français dans le texte. Non, mais juste par rapport à cette question, c'est juste un complément. En fait, il y a un passage dans le livre 1 du Capital où il aborde, alors évidemment ça ne résout pas tout, mais il aborde la question qui est soulevée par Guillaume à travers le mot travailleur, ouvrier, où en fait on a tendance à confondre le mot ouvrier avec une catégorie sociale. Et alors qu'il y a un passage explicite dans le livre 1 du Capital où il relève la question des statistiques anglaises, où il confronte deux types de statistiques et où il parle des ingénieurs et où il critique ces études statistiques qui n'incluent pas les ingénieurs dans la catégorie d'ouvriers. Et où il dit les ingénieurs sont simplement du travail complexe, enfin je veux dire du travail plus qualifié, sauf que effectivement à l'époque, ils représentent une infime minorité avec les techniciens par rapport à d'autres catégories de main-d'œuvre moins qualifiées, que nous on a tendance à appeler ouvriers, mais le terme ouvrier, et c'est dit explicitement dans une note de bas de page, normalement, il reproche aux statisticiens de ne pas inclure les ingénieurs dans le terme d'ouvrier, dans le comptage des travailleurs ouvriers. Bien, on va s'arrêter là parce qu'il commence à être tard. Donc on remercie notre intervenant Jean Quétier. Et donc on vous rappelle que on a à partir du mois prochain une autre séance de l'université permanente en économie, et donc on continue sur les autres séances dès la semaine prochaine, donc en littérature, en histoire, pardon, et donc sur la suite chaque semaine le mardi. Nous pouvons enfin nous reposer et aller reproduire notre force de travail jusqu'à la grève de jeudi.